Je suis une femme du 19e siècle. Je suis née à une époque dans laquelle nous, les femmes, sommes consacrées incapables majeures par le code napoléonien. Nous dépendons de notre mari. Nous ne pouvons travailler sans leur autorisation ni dépenser notre argent comme nous le souhaitons. Et ce, jusqu'à ce fameux 9 avril 1881. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, les esprits sont chauffés à blanc. Et l'on peut y entendre des propos qu'il ne serait plus possible de tenir de nos jours. Messieurs, mes chers collègues, c'est le mari qui est le maître et l'administrateur de la communauté, et toute somme qui est prélevée est, passez-moi l'expression quelque dure qu'elle soit, une soustraction. Si le mari est annulé dans la circonstance, privé de tous ses droits de direction, de possession, mais alors voilà la femme émancipée. Et que devient dans ces conditions le mariage? Que devient l'autorité maritale? N'en déplaise à ce député, ce jour-là, c'est le début d'une révolution. De notre révolution, mesdames. Et oui, figurez-vous que ce 9 avril 1881, une loi est votée, et pas n'importe laquelle. Nous, les femmes mariées, sommes désormais autorisées à ouvrir un livret d'épargne en toute autonomie. Enfin, presque, car il nous faut encore leur consentement. 14 ans plus tard, c'est une autre loi qui nous permettra cette fois-ci d'effectuer des versements et des retraits sans leur aval. Alors, autant vous dire que je ne m'en suis pas privée. Oh, pardonnez-moi, je ne me suis pas présentée. Marie Curie, enchantée. Je suis née à Varsovie en 1867 et je vais former avec Pierre, mon mari, l'un des couples les plus célèbres au monde. Je n'aime pas trop parler de nous en ces termes, mais notre vie professionnelle marquera l'histoire de la science moderne et fera de nous des pionniers, notamment dans le domaine de la physique nucléaire. Mais je suis aussi une femme, comme toutes les autres. À la maison, c'est moi qui suis en charge de la gestion des finances. Croyez-moi, mais c'est avec la même rigueur scientifique que dans mes recherches que je consigne dans un carnet scrupuleusement l'ensemble de nos dépenses. Nos revenus, avec Pierre, sont, en cette fin du 19e, encore modestes. Mais j'arrive tout de même, chaque mois, à réaliser quelques économies. Régulièrement, je me rends à la caisse d'épargne. J'y dépose ces économies sur mon livret A. Une épargne dont je peux désormais me servir comme je l'entends. Comme si la caisse d'épargne, en nous donnant le droit d'utiliser cette épargne sans l'accord de nos maris, était un des vecteurs de l'émancipation féminine. Mais vous allez voir que si les textes évoluent, les mentalités, elles, changent moins vite. Il est des mots, je peux vous l'assurer, que j'ai bien peu entendus à mon époque. Des mots comme égalité, parité, gouvernance, entrepreneuriat ou encore indépendance. Ce mot indépendance, je l'aime tant, mais à l'époque, c'est tout sauf une évidence. Alors certes, comme les hommes, à dater de 1818, nous avons le droit à notre livret A, mais pas le droit de l'utiliser seul. Pourtant, nous avons vite saisi le sens de l'épargne. Pardon, messieurs, mais en 1825, soit 7 ans après la naissance des caisses d'épargne, 59% des livrets A sont ouverts par des femmes. Et comme je vous le disais, ce sont les lois de 1881 et 1895 qui permettent l'apparition du terme « femme non assistée de son mari », une mention apposée sur les livrets de caisse d'épargne ouverts par les femmes mariées. Merci, le livret A. En route pour l'émancipation financière, même si ce chemin s'annonce long. Il nous faudra attendre presque un siècle, à savoir 1965, pour que l'émancipation devienne plus réelle, plus concrète. Cette année-là, la France découvre France Gall et danse sur Poupée de cire, poupée de son. Nous, les femmes, commençons à montrer nos jambes grâce à Courrèges et sa mini-jupe. À cette date, 40% d'entre nous exercent une activité professionnelle. Eh bien, c'est aussi en 1965, le 13 juillet pour être très précise, qu'enfin nous pouvons ouvrir un compte à notre nom, épargner ou dépenser notre argent en toute liberté, et que nous avons le droit de travailler sans le consentement de nos maris.
Ah, nous et le travail, parlons-en justement. Si moi, Marie Curie, je me retrouve veuve à 39 ans avec mes filles à élever, je réussis quand même à travailler et vivre de ma passion. J'ai bien conscience de faire figure d'exception et je vois bien que les femmes de mon époque ont bien du mal à se construire professionnellement. Mais certaines caisses d'épargne comprennent avant l'heure que nous pouvons être les piliers d'une entreprise. C'est ainsi que, dès la fin du XIXe siècle, les femmes font non seulement partie du personnel salarié de la caisse d'épargne, mais occupent aussi des fonctions supérieures. En 1927, il est d'ailleurs officiellement rappelé dans les couloirs de la caisse d'épargne qu'il n'y a aucune distinction de sexe pour la nomination des emplois d'agents et que plusieurs dizaines de femmes exercent déjà les fonctions de caissières et sous-caissières au sein du réseau. Mais les femmes de la caisse d'épargne font figure d'exception. L'histoire va nous imposer. Nous sommes en 1914. La guerre est déclarée. Les maris appelés au front doivent quitter leur bureau, les lignes de production, les champs. L'économie, elle, doit continuer à tourner. C'est naturellement que nous allons prendre leur relève et assurer le quotidien. Et figurez-vous que pendant cette période, les femmes mariées bénéficient de procurations les autorisant à gérer l'argent du compte de leur mari. Le scénario se répétera en 1939. Nous devenons avec le temps des rouages incontournables de l'économie. Mais quant à nous permettre d'occuper des postes clés, au sommet de la hiérarchie, c'est un cap qui va être bien long à franchir. Mais là aussi, les caisses d'épargne font figure de pionnières. En effet, cette question est au cœur des discussions dès 1912. Et c'est en 1923, de manière officielle, qu'est acceptée la nomination de femmes au sein de leur conseil d'administration ou au conseil des directeurs, et cela jusqu'à hauteur d'1/3 de leurs membres. Autant vous dire qu'à cette époque, ce n'est pas banal, et cela va rester exceptionnel pendant longtemps, trop longtemps. Imaginez-vous qu'il faut faire un bond dans une époque que je n'ai pas connue, 2011 pour être précise, près d'1 siècle plus tard pour qu'une loi fixe un objectif. Atteindre en 2017 au moins 40% des deux genres au sein des conseils d'administration et de surveillance. C'est la loi dite Copé-Zimmermann, celle de l'équilibre homme-femme. Eh bien, figurez-vous qu'au sein de la caisse d'épargne, grâce à une politique volontariste, l'objectif est dépassé dès 2017, avec un taux de 44% de femmes dans les conseils d'orientation et de surveillance. Et depuis, celui-ci continue sa progression pour s'établir à 47% en 2020. Mais les idées préconçues sont tenaces, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Le monde de l'entreprise, un monde d'hommes. Malgré mes 2 prix Nobel, chaque jour j'ai dû me battre pour me faire entendre et imposer mes idées. Comme j'ai dû me battre pour trouver des financements afin de poursuivre mes recherches. Une veuve avec ses 2 enfants, pensez-vous ? Mais depuis bien longtemps, les caisses d'épargne croient en nous. Elles œuvrent à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, facteur de développement économique et d'innovation sociétale. En 2014, l'État et la Caisse d'épargne signent une convention pour le développement de l'entrepreneuriat féminin en France, sans parler d'un premier accord cadre signé avec l'État une fois encore et renouvelé en 2018 qui vise 40% de femmes entrepreneurs à court terme. Aujourd'hui, les femmes comptent pour 33% des entrepreneurs. C'est mieux, mais je suis certaine que nous pouvons aller encore plus loin. Sponsoring, partenariat, aide au financement. Plus que de la détermination, ce sont des actions concrètes qui sont menées par les caisses d'épargne et qui nous permettent de nous exprimer dans des créations ou reprises d'entreprise. Quel chemin parcouru! Moi, Marie Curie, née au XIXe siècle, j'aurais bien aimé vivre au XXIe, afin de participer encore plus activement à ce combat et jouir de ces évolutions. D'ailleurs, quand je vois certains chiffres d'aujourd'hui, je ne peux que me réjouir. À la Caisse d'épargne Île-de-France, parmi les cadres, plus de 51% sont des femmes. Dans les instances dirigeantes,
elles sont 38%. Et chaque jour, l'égalité se rapproche, avec un index national qui atteint les 94 femmes pour 100 hommes. Les femmes entrepreneurs, les femmes d'influence, ces femmes de l'économie, elles sont partout. Et la Caisse d'épargne les met en valeur au travers de réseaux, des récompenses. Mon mari, Pierre, disait « Le progrès naît de la diversité des cultures et de l'affirmation des personnalités. » Je ne peux que lui donner raison. C'est d'ailleurs une conviction partagée avec la Caisse d'épargne qui, en tant que banque assurance 100% régionale et coopérative, œuvre pour être pionnière dans les transitions de la société. Mais impossible de tout vous raconter en une seule fois. Vous voulez en savoir plus ? Cliquez pour écouter l'épisode qui vous fera découvrir comment la Caisse d'épargne Île-de-France a façonné une société plus juste, ou encore celui qui vous racontera comment elle contribue au développement du logement social et à la ville de demain.